Imaginez une amitié si puissante qu'elle traverse les décennies, défie Hollywood et survit même à la mort. Kevin Costner vient enfin de briser le silence sur Whitney Houston et ce qu'il révèle va vous bouleverser. Avant d'aller plus loin, abonnez-vous à Les Célébrités du Monde. Votre soutien nous permet de vous apporter chaque semaine les histoires les plus captivantes et les secrets les mieux gardés de vos stars préférées. Activez la cloche pour ne rien manquer. À Hollywood, les véritables amitiés sont aussi rares que les diamants. Dans un univers où règnent les apparences, les intérêts et l'éphémère, Kevin Costner et Whitney Houston ont construit quelque chose d'extraordinaire. Leur rencontre sur le tournage de Bodyguard n'était pas un simple contrat professionnel, c'était le début d'une histoire qui marquerait à jamais l'histoire du cinéma et de la musique. Aujourd'hui, à 69 ans, Kevin Costner est prêt à lever le voile sur les secrets de cette relation exceptionnelle. Il accepte enfin de parler de ce lien unique qui unissait deux géants du divertissement. Mais pour comprendre la profondeur de leur connexion, il faut d'abord plonger dans la vie tumultueuse de Whitney Houston, cette femme extraordinaire qui cachait tant de fragilité derrière sa voix céleste. Dans les années où Whitney Houston dominait les hit-parades, être une star signifiait vivre sous une surveillance constante. Chaque relation, chaque amitié, chaque geste était scruté, analysé, commenté. Les célébrités n'avaient pas le luxe de l'intimité. Cette réalité cruelle, Whitney l'a vécue dès ses premiers pas vers la gloire. Les premières rumeurs qui ont entouré la jeune chanteuse concernaient Robin Crawford, son assistante et confidente. Leur histoire a débuté en 1980, lors d'un été qui allait changer leur vie. Whitney n'avait que quelques années devant elle avant de devenir l'une des voix les plus reconnaissables de la planète. Robin travaillait comme conseillère dans un camp d'été à East Orange, dans le New Jersey, quand leurs chemins se sont croisés pour la première fois. Dès cet instant, une connexion profonde s'est établie entre elles, un lien qui allait durer des décennies malgré les épreuves. Robin Crawford a attendu des décennies avant de partager sa vérité. Dans ses mémoires publiées en 2019, elle a raconté une histoire d'amour adolescent, de choix difficiles et de sacrifices. Selon ses révélations, Whitney aurait pris la décision de mettre fin à toute intimité physique entre elles dès 1982, consciente que la moindre fuite pourrait anéantir sa carrière naissante. Cette décision déchirante témoignait de la pression écrasante que subissaient les jeunes stars à cette époque, obligées de choisir entre leur vérité personnelle et leur survie professionnelle. N'oubliez pas de vous abonner pour soutenir notre travail et continuer à découvrir ces histoires fascinantes. À l'époque, en 1987, Whitney a affronté ces rumeurs avec franchise. À seulement 23 ans, elle a affirmé clairement qu'elle n'était pas attirée par les femmes. Mais Hollywood adore les histoires, et bientôt d'autres noms ont circulé. Michael Jackson, le roi de la pop lui-même, aurait partagé une brève romance avec Whitney. Leur connexion était indéniable. Deux artistes au sommet, deux âmes qui comprenaient la pression écrasante de la célébrité. Ils partageaient cette compréhension unique de ce que signifie vivre constamment sous les projecteurs, incapable de faire un pas sans que le monde entier ne vous observe. Matt Fides, l'ancien garde du corps de Michael, a même affirmé qu'une liaison secrète avait eu lieu en 1991, quelques semaines volées au ranch Neverland. Vraie histoire ou fantasme hollywoodien? Personne ne le saura jamais avec certitude. Ce qui est sûr, c'est que Whitney et Michael partageaient un respect mutuel profond, une admiration qui transcendait les rumeurs et les commérages. Puis vint Bobby Brown. Leur rencontre au Soul Train Music Awards en 1989 a surpris tout le monde. Comment la princesse de la pop gospel, l'image même de la perfection et de l'élégance, pouvait-elle tomber amoureuse du bad boy du R&B? C'était le choc des contraires, la bonne fille attirée par le rebelle. Bobby faisait partie du groupe New Edition, mais ils ne s'étaient jamais vraiment rencontrés avant cette soirée fatidique. Après la cérémonie, Whitney l'a invité à une fête et c'est là que tout a commencé. Quelques mois plus tard, Bobby a pris son courage à deux mains et lui a demandé de sortir avec lui. Le reste, comme on dit, appartient à l'histoire. Leur mariage en 1992 a donné naissance à Bobby Christina en 1993, mais derrière les sourires médiatiques se cachait une réalité bien plus sombre. Ce n'était pas le conte de fer que tout le monde espérait, c'était une descente aux enfers à deux, ponctuée de dépendance, de trahison et de violence. Leur relation ne correspondait pas au schéma classique de la bonne fille transformant le mauvais garçon. Au contraire, ils semblaient s'entraîner mutuellement vers des abîmes toujours plus profonds.
Bobby Brown a lui-même reconnu que Whitney avait transformé sa musique, lui enseignant à moduler sa voix, à jouer avec les notes, à transcender la technique pour toucher l'âme. Elle lui montrait comment mélanger les tonalités, comment manipuler son interprétation vocale pour créer des émotions puissantes. En retour, il lui a appris à danser, à bouger, à libérer son corps sur scène. Whitney manquait initialement de rythme, mais le talent combiné à la patience de Bobby l'ont aidé à s'améliorer considérablement. Musicalement, ils s'élevaient mutuellement. Personnellement, ils se détruisaient. Abonnez-vous pour ne manquer aucune révélation sur vos stars préférées. Votre soutien nous permet de continuer ce travail avec passion. Leurs amis décrivaient leur relation comme un pacte de Bonnie et Clyde, eux contre le monde entier. Mais le monde n'était pas leur ennemi, leur véritable adversaire était invisible, insidieux et dévastateur, l'addiction. Tous deux luttaient contre leurs démons bien avant leur mariage, et leurs problèmes n'ont fait qu'empirer avec le temps. Les arrestations de Bobby pour conduite en état d'ivrité et possession de substances illicites se multipliaient. Les séjours répétés de Whitney en centre de désintoxication devenaient une routine sinistre. Le cycle infernal recommençait sans cesse. Bobby a confié plus tard dans un documentaire de 2022 que sans leurs addictions mutuelles, ils seraient peut-être encore ensemble aujourd'hui. Cette révélation glaçante montrait à quel point l'addiction avait gangréné chaque aspect de leur vie commune. En 2016, une source proche du couple a révélé que Whitney aimait véritablement Bobby parce qu'il représentait une forme de stabilité dans le chaos de sa vie. Ironique, n'est-ce pas? Chercher la stabilité auprès de quelqu'un aussi perdu que soi. Mais Bobby tenait vraiment à elle, et dans son univers tourmenté, ce sentiment comptait plus que tout. La naissance de leur fille n'a fait qu'empirer la situation. Bobby a théorisé que Whitney, privée de substances pendant sa grossesse, s'était rattrapée avec une intensité terrifiante après l'accouchement. Une fois qu'elle a pu reprendre, elle l'a faite avec une vengeance qui terrifiait son entourage. Bobby a tenté de protéger leur enfant, de la tenir éloignée pendant les moments les plus sombres de Whitney, mais comment contrôler l'incontrôlable? Il ne pouvait pas surveiller Whitney 24 heures sur 24, et ses efforts, et si sincères soient-ils, se révélaient souvent insuffisants. En 2018, Hélène Lavar, la coiffeuse et amie de Whitney, a observé que bien qu'ils s'aimaient profondément, leur relation était profondément malsaine. Ils aggravaient les addictions l'un de l'autre dans une spirale destructrice dont ni l'un ni l'autre ne pouvait s'échapper. En juin 1993, Whitney a défendu Bobby contre les accusations d'être un coureur de jupons, insistant sur le fait qu'il avait toujours traité les femmes avec respect. Mais leur romance a commencé à s'effriter progressivement et les fissures devenaient de plus en plus visibles. En juillet 1997, lors de vacances à Capri, en Italie, Whitney est revenue blessée, nécessitant plus de 12 points de suture sur la joue gauche. Version officielle, elle a heurté un rocher en nageant alors qu'ils étaient sur un yacht. Mais un membre de l'équipage du bateau a raconté une toute autre histoire, contredisant directement Whitney et suggérant que la blessure s'était produite à bord, pas dans l'eau. Cet incident a alimenté les spéculations sur l'implication de Bobby, bien qu'il ait farouchement nié toute responsabilité. Soutenez-nous en vous abonnant. Votre engagement fait toute la différence et nous permet de continuer à vous raconter ces histoires. En 1999, Whitney défendait encore leur union, jurant qu'ils ne se disputaient pas constamment, que Bobby ne l'avait jamais frappé, qu'il était un gentleman, un homme doux. Mais le 7 décembre 2003, la police a été appelée. Whitney accusait Bobby de l'avoir giflé à main ouverte lors d'une dispute verbale qui avait dégénéré en altercation physique. Bobby n'était pas là quand les autorités sont arrivées, mais au tribunal, quelques jours plus tard, le 7 janvier, Whitney était présente, un hématome clairement visible sur le visage. Face aux accusations de violence domestique, elle insistait malgré tout auprès des journalistes qu'ils étaient toujours un couple uni. Le déni était palpable, presque douloureux à observer. Bobby a nié pendant des années avoir frappé Whitney. En 2004, il affirmait même que c'était elle qui avait provoqué l'altercation. Puis, en 2016, dans ses mémoires, il a finalement avoué la vérité. Il a décrit un moment précis où Whitney avait tenté d'intervenir lors d'une confrontation avec un dealer et où, dans un instant de choc et de rage, il l'avait frappé. Le regret dans ses mots était palpable, mais le mal était fait. Les mots ne pouvaient effacer la violence. 60 jours de prison en mars 2004. C'était le prix à payer pour ces actions, mais le véritable châtiment était la destruction progressive de leur amour, qui s'effilochait comme un tissu usé jusqu'à la corde. Le divorce, demandé par Whitney en 2007, était inévitable. Personne n'a été surpris. Beaucoup pensaient que cette séparation aurait dû intervenir bien plus tôt. Bobby s'est dit dévastée, affirmant qu'elle avait tout obtenu dans le divorce. La propriété, les bijoux, la garde de leur fille, les voitures,
Lui n'avait gardé qu'une chose, sa sobriété fragile, qu'il tentait désespérément de préserver. Un mois après le divorce, Bobby a contesté la décision, réclamant une garde partagée et un soutien financier. Mais en janvier 2008, sa demande a été rejetée. En avril de la même année, il a publiquement admis dans son livre que leur mariage était condamné dès le départ, qu'ils s'étaient unis pour de mauvaises raisons. Selon lui, Whitney cherchait à redorer son image publique, tandis que lui rêvait simplement d'amour et de famille. Il a réalisé trop tard que Whitney avait un autre agenda pour leur mariage, centré sur le nettoyage de sa réputation plutôt que sur la construction d'une véritable famille. C'est dans ce contexte de vie personnelle chaotique que Whitney Houston a rencontré Kevin Costner. Le contraste ne pourrait être plus saisissant. D'un côté, une relation toxique avec Bobby Brown, de l'autre, une amitié pure, protectrice, presque paternelle avec Kevin. Abonnez-vous maintenant pour plus d'histoires exceptionnelles. Votre soutien nous permet de vous offrir le meilleur contenu possible. Lorsque Kevin Costner s'est mis en quête de son actrice principale pour Bodyguard, tout Hollywood s'attendait à voir Michelle Pfeiffer ou Julia Roberts décrocher le rôle. Ces femmes étaient des actrices confirmées, des valeurs sûres au box-office. Mais Costner voyait les choses différemment. Dans son esprit, une seule personne pouvait incarner Rachel Marron. Ce n'était pas Michelle qu'il me fallait, ni Julia, a-t-il confié dans une interview mémorable avec Howard Stern. J'aurais pu choisir qui on voulait, mais quand j'y ai vraiment réfléchi, je me suis dit non, c'est Whitney qu'il me faut. Celle qui possède cette voix, celle qui incarne la beauté absolue, celle qui peut tout changer. Le studio était sceptique, voire hostile. Choisir une chanteuse sans aucune expérience d'actrice pour un rôle aussi crucial, c'était de la folie. Les dirigeants plaidaient pour des actrices plus expérimentées, avec de meilleures capacités de jeu. Mais Costner a rejeté leurs préoccupations avec une confiance inébranlable. Pour lui, ce n'était même pas un risque. Renoncer à Whitney aurait été de la lâcheté pure et simple. Il a personnellement choisi non seulement Whitney, mais aussi le réalisateur Mick Jackson pour le projet. Il a repoussé le tournage d'un an entier pour attendre que Whitney soit disponible. Il a mis en jeu sa réputation, sa crédibilité, tout ce qu'il avait construit dans l'industrie au fil des décennies. Ce que je voyais, c'est que Whitney était la bonne, a-t-il expliqué lors d'une interview avec CBS Sunday Morning. Je ne pensais pas que c'était audacieux. Abandonner cette idée aurait été de la lâcheté pure et simple. Puis est venue l'idée géniale qui allait transformer l'histoire du cinéma musical. Faire chanter Whitney a cappella au début de I Will Always Love You. Pas de musique, pas d'orchestre, pas de filet de sécurité, juste sa voix nue et puissante pour exprimer l'amour et le courage de son personnage. Kevin croyait fermement que cela transmettrait magnifiquement les émotions de Rachel Marron. Sa vision non seulement mettait en valeur les capacités vocales extraordinaires de Whitney, mais ajoutait également une profondeur émotionnelle incroyable au personnage, rendant ce moment l'un des plus mémorables de l'histoire du cinéma. Sur le plateau, Kevin est devenu bien plus qu'un partenaire à l'écran. Il est devenu le gardien de Whitney, son protecteur, son guide dans cet univers inconnu. Il avait remarqué que Mick Jackson, le réalisateur, semblait intimidé par l'aura de star écrasante de la chanteuse. Alors il a pris les choses en main. J'ai commencé à la guider, a-t-il expliqué dans le podcast Armchair Expert avec Dax Shepard. Je n'essayais pas d'usurper le rôle de mon réalisateur, mais j'avais fait une promesse à Whitney. Je lui avais juré qu'elle serait brillante dans ce film, et je tiens toujours mes promesses. Créer une atmosphère de soutien était primordial pour Kevin. Il comprenait l'appréhension à laquelle Whitney était confrontée, débarquant pour la première fois sur un plateau hollywoodien sans aucune expérience d'actrice. Il lui a dit « Tu ne peux pas avoir toute une escorte avec toi, mais je vais m'occuper de toi. S'il y a une personne importante pour toi, elle peut rester. » Kevin a insisté pour que Robin Crawford, l'assistante de Whitney, reste constamment à ses côtés sur le tournage. Ce geste a aidé à établir un sentiment de sécurité pour Whitney, lui permettant de naviguer dans les complexités de cet environnement nouveau et parfois hostile. Les instincts protecteurs de Kevin s'étendaient bien au-delà du plateau de tournage. Il est devenu, comme il l'a lui-même admis, le garde du corps imaginaire de Whitney aux yeux du public. Reconnaissant la perception de leur relation par les fans et les médias, il a déclaré « Nous avons eu un moment ensemble et j'ai réalisé que le monde avait une idée plus élevée de qui nous étions l'un pour l'autre. Alors j'ai en quelque sorte embrassé cette perception. » Cette compréhension de la fascination du public pour leur connexion ajoutait une autre dimension à leur lien, alors qu'ils naviguaient ensemble à travers les défis de la célébrité. N'oubliez pas de vous abonner pour continuer à découvrir les histoires qui comptent. Votre soutien fait vivre cette chaîne. En 2019, Kevin a partagé un détail fascinant qui a surpris beaucoup de gens. Sur l'affiche iconique du film, ce n'est même pas Whitney qu'on voit blottie dans ses bras, mais sa doublure. Ce n'était même pas Whitney, en fait, a-t-il expliqué. Elle était rentrée chez elle ce jour-là, et c'était sa doublure. Sa tête était enfouie dans mon épaule, ce qui était de toute façon approprié. Elle était effrayée, vulnérable. Mais l'image était si puissante, si évocatrice de leur connexion,
que Kevin l'a choisi malgré les protestations initiales du studio. Mon ami Ben Glass a pris cette photo et je l'ai envoyée à Warner Brothers en disant « Voilà l'affiche », parce que c'était tellement évocateur. Le studio n'aimait pas le fait qu'on ne voyait pas le visage de Whitney. Il n'aimait pas cela au début parce qu'on ne voyait pas le visage de Whitney, a raconté Kevin. J'ai dit « Les gars, je pense que nous l'avons eu du premier coup ». Et ça a fini par devenir l'affiche officielle. Cette détermination à mettre en avant l'essence émotionnelle de leur relation plutôt que juste les aspects superficiels démontrait encore plus l'engagement profond de Kevin envers Whitney et leur projet commun. Il ne cherchait pas simplement à vendre un film avec un joli visage, il voulait capturer quelque chose de plus profond, de plus vrai. Leur chimie à l'écran n'était pas feinte, elle provenait d'un respect mutuel profond, d'une compréhension tacite. Kevin comprenait la pression que Whitney subissait, il la voyait douter d'elle-même, questionner son talent, se demander si elle méritait d'être là. « Si tu as le moindre doute, lui disait-il constamment, regarde-moi et dis-le-moi. Nous nous éloignerons dans un coin et je ferai en sorte que ça aille pour toi. » Cette promesse simple mais puissante a créé un espace sûr pour Whitney, lui permettant de prendre des risques et de s'épanouir. L'admiration de Kevin pour Whitney allait bien au-delà du professionnel. Il a souvent réfléchi à leur chimie, l'attribuant en partie au génie du scénariste Lawrence Kasdan. C'était une relation très drôle et acide qui était unique, avec son propre rythme de langage que je savais créerait des étincelles. Ça a juste coïncidé avec Whitney à un moment vraiment élevé de sa carrière, où ça a en fait créé un moment encore plus élevé pour elle. Les mots fournissent la chimie d'une certaine manière. Lors de son éloge funèbre, Kevin a révélé ses véritables sentiments. Je la voyais comme tout homme en bonne santé la verrait. Elle incarnait la beauté dans sa forme la plus pure. Ces mots, prononcés devant des millions de personnes endeuillées, ont choqué certains observateurs. Certaines personnes n'étaient même pas contentes, comme il l'a confié plus tard à Square Mile, qu'il ait choisi Whitney comme son intérêt amoureux dans Bodyguard. « Qui ne voudrait pas de l'embrasser ?» a-t-il dit simplement, exprimant une attraction qui était à la fois professionnelle et profondément personnelle. Whitney, de son côté, ressentait la même gratitude et la même affection. Dans une interview de 1992 avec Entertainment Tonight, elle rappelait le moment décisif où Kevin l'avait contacté personnellement pour lui parler du rôle. Il a dit « Si tu ne fais pas ce film, je ne ferai pas ce film ». Elle a partagé, encore émue de ce souvenir. Cette déclaration soulignait l'engagement absolu de Kevin à s'assurer que Whitney, malgré son statut de novice dans le monde du cinéma, était le bon choix pour incarner Rachel Marron. Abonnez-vous pour plus de contenus émouvants. Votre soutien nous permet de vous offrir ces histoires avec passion et authenticité. Dans une interview ultérieure avec A Current Affair en 1992, Whitney a réfléchi à la camaraderie extraordinaire qu'ils avaient développée pendant le tournage. Nous prenions nos jours de congé pendant le tournage de Bodyguard et nous parcourions nos scripts ensemble, nos scènes ensemble. Elle a partagé avec un sourire radieux. Je sais que je me suis fait un ami à Hollywood pour la vie. Cette reconnaissance d'une amitié éternelle soulignait le respect et l'admiration mutuelle qu'ils avaient cultivés. Il est important de noter qu'au moment du tournage, Whitney était fiancée à Bobby Brown, qu'elle marierait cette même année. Kevin, quant à lui, était marié à sa première femme, Cindy Silva, avec qui il avait 3 enfants. Leur relation, bien que profonde et clairement affectueuse, était renquérée dans l'admiration professionnelle et l'amitié authentique, plutôt que dans une implication romantique. Le mariage de Kevin avec Cindy Silva s'est achevé en 1994, mais il est crucial de comprendre que leur séparation était attribuée à d'autres problèmes, notamment des rapports sur un spectacle privé avec une danseuse exotique qui aurait été la goutte qui aurait fait déborder le vase. Leur divorce n'avait rien à voir avec une implication romantique entre Kevin et Whitney. Kevin lui-même a toujours maintenu cette distinction, insistant sur le fait que son soutien indéfectible à Whitney était purement basé sur son désir de la voir succéder en tant qu'actrice et de préserver sa dignité et sa confiance dans un environnement qui pouvait être impitoyable. Leur connexion allait au-delà des limites typiques des relations hollywoodiennes, marquées par une authenticité rare et un engagement commun envers leur métier. Le 11 février 2012, le monde s'est arrêté de tourner. Whitney Houston a été retrouvée sans vie dans la baignoire de sa chambre d'hôtel au Beverly Hilton à Beverly Hills.
Noyade accidentelle, aggravée par une maladie cardiaque et la présence de cocaïne dans son organisme. La nouvelle a frappé comme un coup de tonnerre, laissant millions de fans sous le choc à travers le monde. La veille, elle avait parlé avec sa mère Sissi vers 15h15. Tout semblait normal, leur conversation apparemment ordinaire. 30 minutes plus tard, son assistante la découvrait inanime, submergée dans l'eau. Les secours sont arrivés en 2 minutes à peine. Trop tard. À 15h59, Whitney Houston était déclarée morte. Le drame américain s'éteignait dans une baignoire d'hôtel, tragédie ultime pour une des plus grandes voix de tous les temps. Le rapport du médecin légaliste, long de 42 pages, a révélé les détails atroces de ces derniers moments. De l'eau dans les poumons, confirmant qu'elle était vivante et consciente quand elle a été submergée sous l'eau. Des traces de cocaïne, de marijuana, de Xanax, de Benadryl, de Flexirel. Un cocktail toxique qui, combiné à une maladie cardiaque chronique, avait créé la tempête parfaite. Le médecin légaliste en chef du comté de Los Angeles, Craig Harvey, a expliqué « Il y avait de l'eau trouvée dans ses poumons, ce qui nous a indiqué qu'elle était vivante quand elle a été submergée sous l'eau. » Il a ajouté que les niveaux de cocaïne dans son corps n'étaient pas nécessairement mortels en eux-mêmes, mais l'utilisation chronique combinée à une maladie cardiaque préexistante compliquait dramatiquement son état. L'assistant du médecin légaliste Ed Winter a élaboré plusieurs scénarios potentiels. Avait-elle perdu connaissance à cause de l'intoxication à la cocaïne? Avait-elle subi une crise cardiaque soudaine avant de glisser sous l'eau? Les médecins légalistes ont proposé ces théories, mais aucune certitude absolue n'a pu être établie. Le mystère de ces derniers moments demeure. Le jour précédant sa mort, Whitney avait assisté aux répétitions de la fête pré-Grammy de Clive Davis, où elle avait interagi joyeusement avec les chanteuses Brandy et Monica. Le 10 février, elle a donné sa dernière performance publique en chantant « Jesus Loves Me » aux côtés de Kelly Price lors de cette même fête. Personne ne pouvait imaginer que c'étaient ses derniers moments sur scène, ses dernières notes offertes au monde. Soutenez notre chaîne en vous abonnant. Votre engagement nous permet de vous continuer à raconter ces histoires avec respect et authenticité. Lorsque la nouvelle du décès de Whitney a éclaté, elle a provoqué une onde de choc dans la communauté musicale mondiale et chez ses innombrables fans. Clive Davis, son mentor de longue date, a pris la décision controversée de poursuivre la fête pré-Grammy cette même soirée, rendant hommage à Whitney malgré le fait que son corps se trouvait encore dans l'hôtel à quelques étages au-dessus de la salle de réception. À présent, vous avez tous appris la tragique nouvelle du décès de notre amée Whitney, a déclaré Davis aux participants, sa voix chargée d'une émotion palpable. Je suis personnellement dévasté par la perte de quelqu'un qui a compté tant pour moi pendant de tant d'années. La soirée a continué, mélange étrange de célébration et de deuil, de musique et de larmes. Dans les jours qui ont suivi, des hommages ont afflué du monde entier. Mariah Carey a tweeté « Elle ne sera jamais oubliée comme une des plus grandes voix à jamais avoir foulé la terre ». Oprah Winfrey réfléchit avec émotion « Pour moi, Whitney était la voix. Nous avons eu la chance d'entendre une part de Dieu chaque fois qu'elle chantait. » Ces mots résumaient ce que millions de personnes ressentaient, qu'une partie du divin venait de quitter notre monde. Les funérailles de Whitney ont eu lieu le 19 février à Newark, dans le New Jersey, dans la même église où elle avait chanté enfant dans la chorale, sa voix d'ange frimente déjà les espaces sacrés. Le service a présenté des performances émouvantes d'artistes notables, dont Alicia Keys, qui a chanté avec des larmes coulant sur ses joues, et Stevie Wonder, qui a évoqué son profond chagrin avant d'interpréter Ribbon in the Sky, sa voix tremblante d'émotion. Mais l'interview de Kevin Costner restera gravée dans toutes les mémoires comme le moment le plus puissant de cette journée déchirante. Kevin n'était pas sûr de vouloir parler. Le poids de la douleur, l'ampleur de la perte, tout semblait trop élevé. Il a appelé Dionne Warwick, la cousine de Whitney, pour lui demander conseil, cherchant une direction dans son chagrin. « Parle simplement avec ton cœur », lui a répondu-t-elle doucement. C'est exactement ce qu'il a fait. Pendant 17 minutes qui ont semblé suspendre le temps, Kevin parla. Pas de notes noyeusement préparées, pas de discours répétés et polis. Juste son cœur ouvert, saignant devant millions de personnes qui regardaient à travers le monde. « Whitney, si tu pouvais m'entendre maintenant », a commencé-il, la voix Puis il a rappelé son courage extraordinaire, sa volonté de prendre des risques malgré ses peurs. Tu as chanté cette maudite chanson entière sans accompagnement musical. Tu as porté ce film sur tes épaules.
Beaucoup d'hommes principaux auraient pu jouer mon rôle, Whitney. Mais toi, je crois sincèrement que tu étais la seule qui pouvait incarner Rachel Marron à ce moment-là. N'oubliez pas de vous abonner. Votre soutien nous permet de partager ces histoires importantes avec respect et authenticité. Kevin a également évoqué ce qu'il partageait de plus intime et de plus sacré, leur foi commune. Nous avons tous deux grandi dans des églises baptistes, a-t-il confié, un sourire triste aux lèvres. C'était facile pour nous de rire ensemble. L'église était ce que nous connaissions. C'était notre lien privé, notre refuge commun. Cette spiritualité partagée avait créé entre eux une connexion qui transcendait les tragédies et les triomphes individuels, un fil invisible mais indestructible. Puis est venu l'adieu, les mots les plus difficiles qu'il ait jamais eu à prononcer. Pars maintenant, Whitney. Pars, escorté par une armée d'anges vers ton Père céleste. Et quand tu chanteras devant lui, ne t'inquiète pas, tu seras parfaite. Ces mots, prononcés avec une tendresse infinie, ont fait pleurer l'assistance entière, un océan de larmes pour une voix qui ne chanterait plus jamais sur terre. Plus d'une décennie après la mort de Whitney Houston, elle est toujours célébrée comme l'une des plus grandes chanteuses de tous les temps. Son influence sur l'industrie musicale et la culture populaire reste profonde et indélébile. Elle continue d'inspirer des films, des documentaires, des sorties musicales posthumes et des initiatives caritatives qui portent son nom et ses valeurs. 10 ans après la tragédie, Kevin Costner parle encore d'elle avec la même émotion intacte, comme si la blessure était toujours aussi fraîche. En 2022, lors du 30e anniversaire de Bodyguard, il a posté sur Instagram « Je ne pourrais pas être plus heureux que nous puissions tous revivre ce film et la magie qui s'est produite quand Whitney s'est placée devant la caméra pour la première fois. » Dans une interview avec Entertainment Weekly sur le tapis rouge, il a résumé leur héritage commun avec une simplicité poignante. « Nous avons capturé un moment d'elle dans ce film, que personne n'oubliera jamais. Et je pense que lorsque les films fonctionnent au mieux, c'est exactement ce qui peut arriver. C'est la magie du cinéma. » La perte de Whitney a été suivie d'une seconde tragédie déchirante qui a brisé le cœur de tous ceux qui l'avaient connue. En 2015, Bobby Christina Brown, sa fille unique, est décédée à seulement 22 ans dans des circonstances tragiquement similaires à celles de sa mère. Retrouvée inconsciente dans sa baignoire, elle n'a jamais repris connaissance, plongeant dans un coma dont elle ne s'est jamais réveillée. L'histoire se répétait de la manière la plus cruelle qui soit, comme si une malédiction pesait sur cette famille brisée. Le biopic de 2022, I Wanna Dance with Somebody, avec Naomi Ackie dans le rôle de Whitney, a tenté de capturer l'humanité complète de la chanteuse. L'actrice a exprimé son espoir que Whitney aurait été satisfaite de sa performance. « J'espère qu'elle aurait dit « Ok, tu as fait quelque chose », a déclaré Ackie avec humilité. Mais elle pourrait avoir plein de notes et je serais juste comme « Super, faisons-en un autre, dirige-moi et nous pouvons le refaire ». La réalisatrice Cassie Lemons a partagé que son objectif principal était de montrer Whitney non seulement comme une artiste légendaire, mais aussi comme une mère aimante, une fille dévouée, une sœur protectrice, une amie fidèle, une amante passionnée et une épouse imparfaite. Toutes les facettes d'une femme complexe, magnifique et profondément humaine. L'histoire de Kevin Costner et Whitney Houston nous rappelle qu'à Hollywood, au milieu des lumières aveuglantes, des contrats calculés et des illusions soigneusement construites, peuvent naître des connexions authentiques et éternelles qui défient toute logique commerciale. Leur amitié n'était pas parfaite, elle était vraie, et c'est précisément ce qui la rendait si précieuse. Kevin n'a pas sauvé Whitney de ses démons les plus d'ombre. Personne n'aurait pu accomplir cet exploit impossible. Mais il lui a offert quelque chose de précieux et de rare, un espace de sécurité, de confiance absolue, de respect inconditionnel dans un monde qui jugeait constamment. Whitney Houston reste l'une des plus grandes voix de tous les temps, une force de nature qui a touché des millions d'âmes. Son histoire, avec toutes ses lumières éblouissantes et ses ombres terrifiantes, demeure un témoignage puissant sur le prix écrasant de la célébrité, la force salvatrice de l'amitié véritable et l'importance vitale de la compassion humaine. Et vous, quel moment de la carrière extraordinaire de Whitney Houston vous a le plus marqué ? Quels souvenirs gardez-vous précieusement de sa voix, de sa présence, de son héritage ? Partagez vos histoires et vos émotions dans les commentaires ci-dessous. Nous aimerions entendre comment Whitney a touché votre vie.
Si cette histoire vous a ému, si elle a résonné dans votre cœur, likez cette vidéo et surtout, abonnez-vous à Les Célébrités du Monde. Votre soutien nous permet de continuer à vous raconter les histoires les plus fascinantes, les plus émouvantes et les plus authentiques du monde des stars. Activez la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos captivantes. Merci du fond du cœur de nous avoir accompagnés dans ce voyage émotionnel à travers l'amitié extraordinaire de Kevin Costner et Whitney Houston. À très bientôt pour une nouvelle histoire qui vous touchera droit au cœur.